Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des ressources naturelles à l'occasion de la tenue d'une conférence à Tunis, aujourd'hui et demain, une conférence qui s'intéresse à la transparence et à la bonne gouvernance dans le secteur de l'énergie. Et cette conférence est organisée par un certain nombre d'organismes, et notamment il y a Revenue Watch et il y a d'autres organisations dont on parlera un peu plus tard. Normalement, parmi mes invités, il y a un parlementaire, le député, membre de l'ANC en tout cas, Shafiq Zourguine. Il n'est pas encore là, on espère qu'il va nous rejoindre. On s'est encore parlé aujourd'hui et normalement il ne va pas tarder à nous rejoindre. Pourquoi l'a-t-on invité? C'est parce que simplement il est derrière cet amendement, sa proposition d'ajouter 2 articles à la Constitution que j'ai déjà évoqué sur RTCI, mais dont on parlera un peu plus tard. Et donc l'invité s'était un peu appuyé sa démarche auprès de ses collègues autres membres de l'ANC. Ça n'a pas encore abouti, mais ça va peut-être déboucher sur quelque chose, du moins nous l'espérons. J'ai pour l'instant à ce micro deux amis. D'abord, c'est Abdelhab Belhani, qui est donc le président du parti El Majd, qui est déjà venu à carte sur table. Merci. Bonsoir, c'est Abdelhab. Bonsoir, c'est Anour. Voilà, bienvenue. Et merci pour l'invitation. Voilà. Et j'ai aussi un ami du Niger, qui est venu spécialement de loin pour assister à cette conférence, pour y participer. Cet ami, c'est monsieur Boubacar Ilyassou. Et Boubacar Ilyassou, actuellement, il est il préside, je crois, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger. Donc, il est venu aussi pour parler de cela. Il y a un troisième invité, c'est Mohamed El Arbi Jlassi, qui vient d'arriver. Et Mohamed El Arbi Jlassi est membre du parti At-Tayar Démocrati que préside si Mohamed Abou. Voilà, on va donc commencer peut-être par M. Ilyassou, Boubacar Ilyassou, pour qu'il nous parle un tout petit peu du réseau qu'il représente et qu'il nous dise un tout petit peu ce qui s'est passé ce matin pour la première journée de cette conférence. Bonsoir et merci pour l'invitation. Sans trop tarder, effectivement, nous sommes une structure de la société civile dénommée Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, qui est une structure composée des syndicats, des ONG, des associations de défense des droits humains. Et nous intervenons dans le domaine de la transparence et nous faisons aussi de l'analyse budgétaire. Donc, nous sommes membres de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez. Nous sommes aussi membres de l'initiative pour la transparence et l'analyse, la transparence dans les industries extractives, dont nous avons notre coordinateur qui est membre du Conseil mondial de l'ITUE et qui est de la représentation aussi Afrique de la coalition mondiale Publiez ce que vous payez. Donc voilà de manière résumée ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne notre structure. Maintenant pour l'activité proprement dite, l'objet de notre présence à Tunis, donc c'est la conférence telle que vous avez annoncé le thème. Le matin, il y a eu donc la cérémonie d'ouverture et il y a eu la présentation du projet de loi constitutionnelle au sujet de la sauvegarde des ressources naturelles présenté par M. Shafiq Zourguine. Il y a eu aussi le panorama du secteur de l'énergie en Tunisie, importance du secteur et principaux acteurs et organismes, entreprises de gestion pour procédure d'octroi des permis d'hydrocarbures présenté par M. Béchir Tekaya, expert tunisien en énergie. Il y a eu aussi la gestion du secteur minier en Tunisie par M. Salim Edjam, expert tunisien en mines. Il y a eu la critique sur les perspectives et les besoins de révision de la loi des hydrocarbures présentée par Dr Mohamed Ghazi Benjemia. Il y a eu aussi l'analyse et critique du projet de loi concernant la production de l'électricité à partir des énergies renouvelables présenté par Mme Fatoua Jarabi Kelifi. Il y a eu donc ce soir la présentation de l'initiative de l'ITUE par M. Ali China.
Il y a eu aussi donc la présentation de l'expérience de la lutte de la société civile dans le cadre de la transparence au Niger. Il y a aussi la présentation de l'expérience de publier ce que vous payez. Voilà de manière résumée ce que nous pourrons vous dire en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Je vous remercie. Ok, merci. Je crois que si Mohamed El Arabi Jlassi est là, je l'ai entreaperçu, donc si vous voulez bien, il va peut-être se joindre à nous. Bien. Alors, donc je salue aussi Si Mohamed El Arabi Jlassi qui vient de se joindre à nous. Si Mohamed El Arabi Jlassi est de Tayar Demokrati et il s'intéresse lui aussi à cette question des ressources. Je voulais simplement rappeler, avant de donner la parole à Si Abdel Belhani, rappeler la proposition de notre parlementaire. Alors, il propose que l'on ajoute 2 articles. L'un serait « Les ressources naturelles appartiennent à la nation. L'État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom de la nation. » Et deuxièmement, les contrats et conventions y afférents sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale, à la majorité absolue de ses membres, et sont obligatoirement rendus publics. Alors, si Shafiq Zerguin, notamment, argumente en disant qu'un tel article pourra non seulement garantir la souveraineté de la Tunisie sur ses ressources naturelles, mais aussi mettre en place un système de transparence proactive autour des conventions et contrats signés. Afin d'éviter les problèmes de corruption et de malversation qu'a connu la Tunisie pendant les dernières années, le nouvel article rend aux élus un pouvoir perdu depuis l'entrée en vigueur du Code des hydrocarbures en 1999, celui de ratifier les conventions et contrats pétroliers par la loi. Voilà. Alors, c'est Abdel Belhani, donc vous êtes en train de suivre un tout petit peu ce débat. Vous savez que si Shafiq Zerguin a mis pratiquement son mandat en jeu, en disant que si jamais il n'arrivait pas à faire aboutir sa proposition, il se retirerait carrément de l'Assemblée constituante, ce qui est quand même un acte très grave. Et l'autre jour, je l'écoutais à l'Alliance démocratique dont il est membre, et il a vraiment expliqué que l'enjeu est très très important pour le pays. Alors si vous voulez bien commenter sur ça, c'est Abdel Belhani. Je pense qu'il y a 2 aspects dans cette question. Premièrement, nous vivons une période révolutionnaire. Il y a eu révolution. Et en principe, après la révolution, on aurait dû entamer une phase de justice transitionnelle, notamment concernant les droits économiques, sociaux, pas seulement les droits civiques et politiques, mais surtout tout ce qui touche aux crimes économiques. Et la justice transitionnelle aurait dû permettre à la nation de revoir les grands contrats et les grandes concessions. Malheureusement, nous n'avons pas fait ça depuis 3 ans maintenant, ça traîne, et même dans le projet de loi qui est passé, d'ailleurs la loi sur la justice transitionnelle, on ne parle pas des crimes économiques qu'a subi la nation tunisienne. On parle essentiellement des violations massives des droits de l'homme concernant les droits politiques et civiques. Mais on ne parle pas des droits économiques et sociaux, et surtout de ce pillage organisé et structuré des richesses nationales. Donc ça, c'est la première dimension, c'est que depuis 3 ans, nous n'avons rien fait pour répondre à la demande de la Révolution de tout revoir et de lutter contre la corruption et le pillage des richesses. Deuxièmement, nous sommes dans une phase constituante, de rédaction, d'adoption d'une nouvelle constitution. Et la constitution, elle englobe une charte des droits. Et dans les droits, il y a les droits individuels, mais il y a aussi les droits collectifs. Il y a les droits nationaux de la nation, oui, qu'on ne peut exercer individuellement. Et là, en fait, il y a un droit des Tunisiens, de la nation tunisienne, à exploiter ces richesses, à ce que ces richesses nationales appartiennent à la nation.
Et il y a un deuxième élément qui ne concerne pas les droits, mais qui concerne la souveraineté. En principe, l'État est souverain sur l'ensemble des richesses nationales. Et la souveraineté, ce n'est pas seulement d'avoir un chef de l'État, qu'il a des prérogatives ou pas, ça c'est un détail, mais la souveraineté, elle s'exerce aussi sur les richesses nationales. Troisièmement, il y a une dimension de transparence, parce que malheureusement, sous l'Ancien Régime, beaucoup de contrats étaient passés sans aucune transparence, sans en informer le public, et l'Assemblée s'était transformée en une chambre d'enregistrement. Et certains contrats sont encore ultra confidentiels, on ne les connaît pas, on ne sait pas trop. Ils sont même pas publiables. Voilà, c'est les fameux décrets lois non publiables et qui s'appliquent, mais dont on ne trouve aucune trace parfois publique. Donc vous ne pouvez même pas les attaquer puisque vous n'êtes pas au courant. Effectivement. Donc je pense que voilà les éléments du problème aujourd'hui. Bien sûr, dans la Constitution, à mon avis, il faut introduire un article qui élargit la souveraineté nationale aux richesses nationales. Ça, c'est indispensable. Mais je pense qu'on ne peut pas tout mettre aussi dans la Constitution. Il faut laisser l'espace nécessaire pour l'élaboration des lois et notamment la révision de la loi sur les hydrocarbures, les mines et tout ce qui est normes en fait qui régissent ce domaine qui est un peu la boîte de Pandore en Tunisie parce que nous sommes situés entre deux nations riches, oui, en pétrole, en gaz, en richesses minières. Et bizarrement, ce petit lopin de terre qui est la Tunisie comparé à l'Algérie, à la Libye, il se trouve pauvre ou appauvri. Donc, je pense que il y a des éléments qu'on peut introduire dans la Constitution, on écoutera notre cher député, mais je pense qu'il faut aussi débattre après, parce que c'est pas une question de... On peut intégrer un texte dans la Constitution sans aucun effet après. S'il n'y a pas une loi qui suive, s'il n'y a pas une transparence qui suit, et s'il n'y a pas aussi, à mon avis, un droit de regard aussi des populations concernées. Et le droit international a évolué en matière de souveraineté. Maintenant, on parle, par exemple, de tout ce qui est droit des peuples autochtones sur les richesses de leur région, et pas seulement la souveraineté de l'État qui négocie des contrats, c'est la souveraineté aussi populaire, c'est le droit de regard des citoyens sur les richesses de leur pays, de leur nation, mais aussi de leur région. Très bien, merci beaucoup Si Abdellah Belhani. J'accueille Si Mohamed Ghazi Benjmia qui vient soutenir, donc défendre ses propositions, et Si Mohamed Ghazi Benjmia remplace la personne que nous avions annoncée, c'est Chafir Zerguine, qui est, je suppose, pris par les débats et c'est très difficile. Alors, avant votre arrivée, j'avais rappelé les deux articles proposés. Premièrement, les ressources naturelles appartiennent à la nation. L'État exerce sa souveraineté sur ces ressources au nom de la nation. Et deuxièmement, les contrats et conventions y afférents sont soumis à la ratification de l'Assemblée nationale, à la majorité absolue de ses membres, et sont obligatoirement rendus publics. Alors, un commentaire à propos de ces deux articles et votre approche pour les défendre? Bon, je vais parler franchement. Avant tout, je ne représente pas M. Chafir Zerguine parce que lui, il est député. Moi, je suis juste un expert dans le domaine. D'accord. Mais je dis que avant qu'il ait soumis cet article-là à l'Assemblée, il a avant tout consulté des experts, bien sûr, entre autres moi-même, et il a vu ce qui se passait au niveau de certains dossiers actuellement soumis à l'Assemblée nationale constituante. Il agissait d'ailleurs en tant que président de la commission de l'énergie au sein de l'ANC. Bien sûr, il m'a appelé en tant qu'expert dans le domaine pour voir ces dossiers-là spécifiquement. Donc, j'ai donné mon avis technique en toute transparence et en ayant demandé avant tout d'avoir accès, c'est comme vient de le dire mon collègue, à l'information avant tout, parce que ces contrats-là sont confidentiels et je ne pouvais pas y accéder, mais par contre, lui, en tant que président de la commission de l'énergie de l'ANC, il a pu demander ça, et c'est à ce moment-là uniquement qu'on a pu voir le dossier réellement et voir les dépassements constatés. Donc, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de dépassements, il y a eu des choses qui sont flagrantes,
Et ça, c'est l'un des aspects que j'ai présenté aujourd'hui parce que moi, j'ai 26 ans d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, c'est-à-dire pendant le colloque Oui, bien sûr. qui se tient aujourd'hui et demain. Oui. Voilà. J'ai fait déjà une présentation moi-même ce matin et j'ai adressé ça. Et j'ai fait mes recommandations sur ce qui doit être fait pour qu'il y ait une plus grande transparence dans ce domaine-là. Parce que ce n'est pas uniquement au niveau des contrats qu'il y a ces dépassements, mais il y a aussi des dépassements au niveau des appels d'offres. Parce que ça aussi, c'est un dossier qui est très grave et il y a des montants monstres qui sont justement en jeu. Donc, c'est le premier dossier que j'ai adressé ce matin. Et par la suite, j'ai démontré qu'il y a une adéquation des réglementations en vigueur actuellement et qui ne couvrent pas l'état actuel des choses. Premièrement, il y a de nouveaux thèmes qui sont adressés, ce qui actuellement, on parle essentiellement de gaz de schiste et l'huile de schiste. Bon, malgré que moi, en tant que technicien, je n'admets pas que ça soit vrai comme terminologie. Normalement, ce sont des hydrocarbures non conventionnels. D'accord. Ces hydrocarbures non conventionnels ne sont pas couverts par la loi des hydrocarbures actuelle. D'accord. Et ça, c'est très grave parce que toutes les compagnies qui ont actuellement des permis ont la possibilité de prospecter ces hydrocarbures non conventionnels sans aucune contrainte, sans aucun programme, sans aucune obligation. C'est-à-dire sous couvert du premier permis, c'est ça? Voilà, des permis existants. Voilà. Parce que la loi, elle ne précise pas conventionnel ou non conventionnel parce qu'avant, ça n'existait pas. Donc le vide peut leur profiter. Voilà. D'accord. Ça leur profite parce qu'il y a des compagnies qui ont cherché à progresser dans ça. Bon, même s'ils ne sont pas allés très loin, comme c'est déjà publié pour Perenco. Mais je sais que pour Perenco, c'était juste un test. Mais actuellement, il y a d'autres compagnies qui sont supposées actuellement aller dans ce sens-là. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Et ça, c'est le problème qui existe actuellement dans ce domaine. C'est l'absence de transparence et le manque d'information pour le public. D'accord, très bien. Alors on va essayer quand même d'avoir une première intervention de Mohamed Arbi Jlassi qui nous a rejoint également. C'est Mohamed Arbi, je vous ai déjà présenté, donc vous êtes du Tayar Démocrati et bien entendu votre parti, j'imagine, s'intéresse aussi à ce remue-ménage au sein de l'Assemblée puisque quand un membre de la HINSE quand même menace de rendre son tablier, de rendre son mandat, de démissionner, etc. D'une part, on peut dire qu'il exerce un certain chantage, si vous voulez, bon, parce que c'est effectivement un chantage, mais d'autre part, c'est le sérieux qu'il donne, lui, l'importance qu'il donne à cet amendement qu'il propose. Alors, vous le soutenez ou pas, ou est-ce que vous en êtes de cette réflexion? Tout d'abord, je vous salue ainsi que tous vos invités. Je vous prie d'accepter mes excuses pour ce léger retard, ainsi que vos auditeurs. Donc, à titre personnel, je me suis intéressé à ce dossier des hydrocarbures en étant contacté il y a plusieurs mois par des ingénieurs de l'étape. J'ai même eu quelques entrevues avec M. Sofiane Erguigui pour m'intéresser à ce sujet-là. Et qui représente Revenue Watch, qui est une nouvelle organisation implantée en Tunisie. Tout à fait. Revenue Watch qui, par ailleurs, va mettre la Tunisie sous la loupe à partir de 2015, oui. En essayant d'établir un indice de gouvernance des ressources naturelles. Voilà, leur fameux index. Voilà, c'est le genre d'index à qui on ne donne pas leurs véritables mesures et intérêts en Tunisie, mais qui peuvent influer l'image de la Tunisie et sa renommée à l'échelle internationale avec beaucoup de conséquences. Donc c'est important qu'on soit aussi correct par rapport à ce genre d'indice. Donc Tayar Démocrati aussi s'intéresse dans notre commission sur l'environnement à ce dossier-là. Ça a été aussi l'un des motifs de la démission de Si Mohamed Abou du gouvernement de M. Hamadi Jbeli, parce que dès qu'il s'agissait de toucher aux affaires de grands sous dans les dossiers des hydrocarbures, c'était un niet sans équivoque de la part de M. Jbeli. Donc nous sommes à Tayar Démocrati très sensibilisés à ce sujet-là. Et c'est à ce titre-là que nous saluons et vraiment on trouve que c'est pas du chantage, mais c'est de la conviction que met notre député, le député du peuple, en mettant beaucoup d'énergie, en mettant tout son poids d'élus derrière cet amendement-là, parce que nous considérons à Tayar Démocrate que c'est l'un des amendements, ce sera l'un des articles les plus progressistes de notre Constitution.
C'est à ce titre-là que nos députés ont fait partie des 70 députés à avoir signé la demande d'amendement. Donc sur cette question-là, nous soutenons complètement cette initiative et nous déplorons qu'elle ait échoué à une voix près, je pense, la première fois. En premier vote. J'espère que le parti qui a le plus grand nombre de sièges puisse assumer sa responsabilité et voter plutôt massivement en faveur de ces articles-là. Donc parce qu'il y a eu des craintes, le fait que ces articles ne soient pas passés la première fois, on a dit il y a peut-être des lobbies derrière, il y a des intérêts en jeu, etc. Enfin, moi, je m'excuse parce que, étant donné que j'ai participé aujourd'hui à ça, et M. Mohamed Shafiq Zargini était présent, il a expliqué déjà ça devant tout le monde durant son interlocution aujourd'hui. Il a clairement mentionné que si la première fois ce n'est pas passé parce que c'était très lent, il y avait certains aspects qui étaient déjà adressés dans d'autres articles déjà mentionnés avant ça. Donc, ça a été révisé à cause de ça, mais il a mentionné que après la révision, il a eu l'appui de 110 députés pour que ça puisse passer. Bon, maintenant, ça n'a pas été encore soulevé, ça n'a pas été encore mais ça va revenir révisé. Grâce à l'article 93, je crois. Oui, normalement. Ça va être reposé. En toute transparence, pour enchaîner, en fait, j'étais au téléphone avec notre député Nizar Makhloufi, qui m'a déploré au téléphone que le premier vote ait échoué à consacrer ces articles-là. Selon lui, il y a des chances, après la révision, qu'il va respecter plus la forme sans toucher au fond de l'article, que ça passe, mais il n'y a pas de garantie pour le moment. Et les 110 députés qui appuient, ça reste une majorité assez fragile, donc nous espérons que nos députés puissent assumer leurs responsabilités. Je suis d'accord avec Sir Abdeloueb quand il dit que par moment, on s'interroge sur ce qui doit être mis dans la Constitution, ce qui doit être réservé à la loi. Mais si on part d'un certain benchmark, celui de l'Équateur par exemple, c'est un pays qui a eu beaucoup de problèmes avec la dette, ce qui est aussi le cas de la Tunisie par ailleurs, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, et qui, par réaction à son contexte historique et politique particulier, a tenu à constitutionnaliser la dette en obligeant l'État, le gouvernement, à passer par les représentants du peuple pour contracter des dettes. Donc, dans un contexte tunisien où il y a peu de transparence concernant ces dossiers-là, où la nation a été victime de spoliation de ses ressources pendant des années et des années, et que nous continuons aujourd'hui à avoir zéro transparence sur les dossiers. À titre d'exemple, je suis avec beaucoup d'intérêt une émission qui donne la parole aux Tunisiens, pas aux hommes politiques, plutôt aux Tunisiens, qui est celle de votre confrère Zohaïl Gis, Moussir El Jadal. Et aujourd'hui, j'ai suivi leur sondage. J'ai suivi une petite partie, moi aussi. Ça vaut ce qu'il vaut, mais 75% des personnes ayant participé au sondage pensent que la Tunisie possède des ressources naturelles énormes. Voilà. Bon, c'est corroboré par exemple, l'US Geographical Survey qui dit que nous sommes assis sur 3 milliards de barils de pétrole. Bon, nous, on n'a pas vraiment de données. Mais il y a une certaine impression, et les hommes politiques doivent savoir, nous devons savoir que nous sommes tenus de la perception des gens, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, pas de ce que nous disons et de ce que nous faisons réellement. Donc il y a une perception, c'est les Tunisiens, qu'il n'y a pas de transparence, qu'on nous cache des choses. On nous cache des choses. Voilà. Donc il y a les Américains qui pensent qu'on leur cache l'existence des extraterrestres, les Tunisiens sont plus rationnels, et ils pensent que les gouvernements, même après la Révolution, continuent à leur cacher leur argent sous le sol. Donc c'est important qu'on donne un signal fort en tant qu'homme politique en votant pour ces articles-là. Deuxième point, c'est qu'il faut aller directement et rapidement dans l'audit de ce qui s'est passé en termes de contrats d'énergie avant la Révolution, mais aussi tout au long des trois dernières années qui ont suivi la Révolution, parce que, je le répète encore, ça fait partie aussi des motifs de méfiance et de défiance qu'on a par rapport à ce gouvernement, à ceux qui l'ont précédé après le 14 janvier. Ils n'étaient pas transparents quant à l'énergie, alors que d'un autre côté, il y a un débat sur la compensation, etc. Donc il faut de la transparence pour faire au moins adhérer les gens aux efforts à faire sur le pétrole, sur l'essence. Très bien. J'aimerais revenir rapidement à notre ami du Niger qui nous a fait l'amitié de nous rendre visite. Et encore une fois, je rappelle qu'il s'appelle Aboubakar Elias et qu'il est membre du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est
quel contre-pouvoir peut être exercé lorsqu'on a l'impression qu'on nous cache quelque chose? On a l'impression que d'une part, ces contrats où des milliards sont en jeu sont souvent traités d'une manière très, très peu transparente. Et deuxièmement, on n'a pas vraiment l'impression que cela profite réellement au peuple. Et donc, pour le Niger, ça s'est posé comment et quel contre-pouvoir êtes-vous arrivé à exercer? Donc, merci. En ce qui concerne les propositions de solutions, la toute première que j'aurais à vous faire, c'est de vous demander d'adhérer à l'initiative ITUE, donc qui est une initiative pour la transparence dans des industries extractives, qui exige la participation de 3 partenaires qui sont les compagnies, le gouvernement et la société civile, où on exige, par exemple, la publication de l'ensemble des contrats, où on exige la publication des chiffres désagrégés, compagnie par compagnie, où vous avez la possibilité d'avoir l'ensemble des données sur vos contrats. Là, c'est une première solution. Chez nous, effectivement, le problème s'était posé. On a dit au gouvernement, la meilleure façon, c'est d'être dans ce processus. Ce processus n'est pas suffisant. C'est une étape vers la transparence, puisque ça s'arrête juste à la publication des revenus. Ça ne parle pas de la gestion des revenus en tant que tel. Mais je pense que c'est un premier pas quand vous arrivez à avoir, par exemple, le contrat disponible, publié au journal officiel, qui soit accessible aux citoyens, aussi les revenus. Chez nous, nous avons eu à faire ce combat et on est arrivé à la constitutionnalisation de ces ressources-là. Depuis quand depuis 2010. La constitution nigérienne datant de 25 novembre 2010 a consacré donc un titre, le titre 7, développement économique et social culturel. Voilà ce qui est expressément dit en ce qui concerne les ressources naturelles à son article 150, le contrat de prospection et d'exploitation des ressources naturelles et du sous-sol ainsi que les revenus versés à l'État désagrégés société par société sont intégralement publiés au journal officiel de la République du Niger. Il y a aussi un autre article qui est le 151. L'État s'assure de la mise en œuvre effective des contrats d'exploration et d'exploitation octroyés. Donc ceci n'était pas le cas avant 2010. Ce n'était pas le cas. Donc c'est ça le grand paradoxe du Niger, c'est que d'une part, c'est un pays très mal classé au niveau du revenu par tête d'habitant, et d'autre part, on nous parle souvent du Niger comme un pays où il y a pas mal de ressources mal exploitées ou bien exploitées, mais dont le peuple ne profite pas vraiment. Exactement, c'était cette situation qui nous a amené à le faire. Et quand on a constaté cela à travers, par exemple, la publication de rapports, ça nous a permis de faire une analyse des rapports ITUE de l'État du Niger, où on a pu découvrir que, par exemple, l'uranium qu'on exploitait pendant plus de 40 ans n'est rapporté que 5% au budget national, alors que la France est première du point de vue de ces minéraux-là et plus de 45% de la production de l'énergie française provient de l'uranium nigérien. Oui. Et à la date d'aujourd'hui, il y a un débat qui se pose, c'est celui de la révision des contrats. Actuellement, on est en pourparlers avec Areva qui piétine encore puisque Areva dit qu'elle n'accepterait pas qu'on lui applique les textes nouvellement adoptés où elle jouissait par le passé d'un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, Areva se recroqueville derrière une convention signée en 1967. Alors qu'il y a un certain nombre de... Par exemple, nous avons révisé notre code minier qui imposait un certain nombre de principes tenant compte de l'intérêt du Niger et qui proposait par exemple un contrat gagnant-gagnant. À la date d'aujourd'hui, c'est ce qui bloque. Le contrat devait être signé avant la fin de 2013. Ça n'a pas été signé. Il y a un moratoire de négociation. Si vous écoutez l'actualité, il y a des contestations. La population, le peuple nigérien n'est pas d'accord. Le président dit, mais nous savons que lui c'est un homme politique. On peut le tenir par un certain nombre de menaces. Mais en tant que citoyens nigériens, nous sommes tous engagés à faire ce combat. Nous avons déjà organisé des manifestations. Nous projetons d'organiser des manifestations sur l'ensemble du territoire nigérien pour exiger du gouvernement de camper sur sa position pour que les textes nigériens soient appliqués. Parce qu'on a un certain nombre de textes, mais comme mon frère l'a dit, il ne suffirait pas seulement d'avoir des textes, il faut encore avoir le courage de les appliquer et avoir le courage de garder la position telle que son peuple souhaitait que ce soit.
Voilà, sans vouloir vous interrompre simplement, mais puisque vous parlez du cas de la France, j'ai écouté il y a 2 jours un ingénieur général qui s'appelle Mohamed Souid. C'était lors d'un débat qui se passait à l'Alliance démocratique et lui, il nous a parlé de sel. Et là encore, il a mis la France sur la sellette en disant que la France, depuis 1949, et en vertu d'un texte vieux de 1948, exploite à travers la côte Uzal une de nos richesses, c'est le sel. Il a parlé du sel, aussi bien le sel des marais salants que le sel spécifique de Sapret l'Adhibet, qui est, semble-t-il, d'une qualité extraordinaire et qui se vend très très cher et beaucoup connaissent cela. Et alors, le paradoxe dont il a parlé, il a dit que les marais salants sont loués à la côte Uzal, ont été loués une première fois pour une durée de 50 ans, à 1 franc français, 1 franc français l'hectare. 1 franc français l'hectare, quelque chose d'incroyable. Et au bout de 50 ans, donc ça avait démarré donc autour de 48-49, au bout de 50 ans, il fallait vraiment faire quelque chose, dénoncer ou remettre en question, etc., renégocier. Personne ne l'a fait, toute l'administration ne l'a pas fait. Donc, on est reparti pour 10 ans de plus, et là, ils viennent d'obtenir 15 ans de plus, et jusqu'en 2024, apparemment, nous sommes liés par un contrat vraiment de dupe, qui ne nous rapporte pratiquement rien. C'est vrai, la côte Uzal est tenue d'approvisionner le marché tunisien. Alors ça, c'est aussi un autre scandale parce que d'après lui, quand il a fait ses estimations, c'est des chiffres faramineux et il appelait ça l'or blanc, le sel qui est pour lui l'or blanc. Alors, si Abdelheb, pouvez-vous nous parler de cette réalité de nos relations avec l'ancien pays colonisateur? Attendez, une petite seconde, Boubacar a un petit mot à ajouter avant cela. Effectivement, même chez nous, c'est le même paradoxe. Actuellement, la convention devait prendre fin en 2040. Et il se recroqueville pour dire que nous allons continuer à leur accorder les mêmes facilités jusqu'en 2040. Alors que la convention est à ce terme et qu'on est censé renégocier sur la base des nouveaux textes pris par le Niger. Oui. Et nous leur avons dit que ce n'est pas la seule compagnie qui intervient au Niger. Il y a par exemple les Chinois, il y a les Canadiens, il y a beaucoup d'autres. Tout le monde se soumet à la loi nationale. Il n'y a pas de raison qu'Areva soit un super partenaire qui refuse donc de se soumettre. Et nous avons dit au gouvernement, si l'Areva refuse, eh bien c'est de mettre sur le marché les permis. Il y a des preneurs, c'est une matière stratégique. L'uranium n'est pas à la portée c'est pas un truc qui est dans tous les pays. Donc nous avons un avantage d'avoir un minerai particulier qui participe à la fabrication des armes atomiques, à l'énergie nucléaire. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas gagner des partenaires. Il suffit d'avoir le courage et s'assurer. Alors pour vous donner la parole, en fait, dans ce débat, quelqu'un parlait même de nationalisation. C'est un mot très très fort et très grave. Alors j'aimerais écouter votre commentaire d'homme politique, Abdelheb. Écoutez, premièrement, au niveau de la Constitution, il faut intégrer un article, à mon avis, allégé, qui respecte les articles d'une Constitution. On ne peut pas tout mettre dans la Constitution. La nation est souveraine sur ses richesses naturelles. Point. L'État exerce sa souveraineté au nom du peuple. Point. Et l'Assemblée du peuple valide les contrats. Point. Le peuple a droit à l'information, point, final, 4 lignes. Donc on n'a pas besoin vraiment et de le tout reste, mettre. C'est dans le des reste, lois, c'est dans le cadre de la loi. Bien Je pense que c'est très important et j'y reviendrai. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il s'agit d'une révolution en Tunisie. Une révolution, elle revoit tout. Et une révolution qui a eu lieu contre la corruption. Le slogan fondateur de la révolution, c'est « le droit est un devoir, le travail est un droit, comme tous les autres droits ». Et espèce de voleur. Donc on ne peut pas obtenir nos droits au travail et nos autres droits, comme nation ou comme individu, s'il y a un gouvernement, s'il y a un pouvoir qui pille les richesses nationales. Et ce gouvernement qui a pillé était soutenu par des compagnies internationales, par une mafia. Donc il faut tout revoir. Et nous avons appelé dès le départ, au niveau du parti Al-Majd, dès les premiers mois de la Révolution, à revoir, à une révision des grands contrats, des grandes concessions et des privatisations. Et si on trouve qu'un contrat a été passé selon les normes, les règles de l'art, très bien. S'il y a un manque à gagner de 10%, de 15% ou de parfois 1000%, ben ce manque à gagner, on le transforme en action, propriété de l'État, pour récupérer l'argent spolié. Et cette opération... Mais là, dont je vous parle, c'est quand même des contrats du temps du protectorat signés par un bey. Mais il faut les revoir. Nous ne sommes plus une monarchie et nous ne sommes plus colonisés. Mais il faut le revoir. Mais c'est quoi la souveraineté ?
Mais pourquoi nous avons, si ce n'est pas ça. mais pourquoi nous avons des institutions républicaines, chefs de l'État, chefs du gouvernement? Mais parce qu'ils exercent la continuité de l'État. Et parce qu'ils exercent la souveraineté au nom du peuple. Voilà. Et s'ils n'exercent pas cette souveraineté, ça veut dire que... Donc à l'indépendance, on aurait pu mettre ça sur le tapis. Effectivement, parce que l'indépendance, c'est aussi la souveraineté populaire. Il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de souveraineté populaire. Et d'ailleurs, le texte de proclamation de la République met en exergue la souveraineté populaire. Les constituants, les premiers constituants, de lorsqu'ils ont, 59, oui. le 25 juillet 57, lorsqu'ils ont proclamé la République, Oui. c'était sur 3 bases. Premièrement, l'indépendance nationale. Deuxième point, souveraineté populaire. Troisième point, démocratie. Et quatrième pilier, République. C'est ça les fondamentaux de l'État tunisien moderne de l'indépendance. Malheureusement, la démocratie n'a pas bien fonctionné. Mais aujourd'hui, nous devons revenir aux sources et revenir aussi à l'esprit de la Révolution et revoir ces contrats. Deuxièmement, concernant l'information, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a l'information, il y a certains aussi qui distribuent des illusions. Malheureusement, dans les débats qu'on a connus ces dernières semaines, beaucoup d'informations véridiques, très intéressantes, mais en même temps beaucoup d'illusions. Parce que certains veulent vendre aux Tunisiens des illusions. On va construire une fac de médecine par là, un aéroport par là. On a parlé à Bizerte, à côté de Tunis. Et puis un port en eau profonde par là. Et puis on va donner au peuple de l'argent. Rappelez-vous, c'est Anwar. Oui, l'effet d'annonce. Cet effet d'annonce, parce que ça peut créer l'effet inverse après. Et ça n'a aucun sens. Donc il faut vraiment que nos journalistes, notamment nos médias, les professionnels des médias, fassent vraiment la distinction entre l'information, entre l'investigation et les illusions. Je voudrais évoquer un autre petit point, l'importance des lois. Peut-être que je reviens à vous dans un moment, juste pour que si Mohamed Ghazi Benjmi n'a pas eu l'occasion de beaucoup parler, alors qu'il est l'expert et il peut vraiment nous éclairer. Bon, je tiens à préciser une chose, je n'ai pas mentionné plus en détail. Oui. J'ai un doctorat en géologie. J'ai 26 ans d'expérience dans des compagnies privées en Tunisie. Non, on ne doute pas du tout de votre expertise, c'est bien que vous... C'est pas ça, cela veut dire que je connais très bien le domaine en Tunisie et je connais les problèmes et les maux qui existent au niveau de ce domaine. Et en même temps, comme vient de le préciser, le problème c'est qu'actuellement au niveau des médias, on ne reçoit pas les vraies informations. On a beaucoup d'informations erronées qui arrivent au public, comme par exemple les découvertes de grands gisements qui ont été cachés au peuple, etc. Donc ça, ce n'est pas véridique. En même temps, au niveau du potentiel de la Tunisie, là aussi, il faut faire une distinction. Quand on dit l'Algérie et la Libye, ils ont un grand potentiel, pourquoi pas la Tunisie? Les découvertes en Algérie et en Libye, les grands gisements sont beaucoup plus au sud par rapport à la Tunisie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un potentiel en Tunisie encore pas développé correctement. Ça, en tant que spécialiste, c'est ce que j'ai mentionné ce matin dans mon intervention. J'ai mentionné que pour le court terme, il faudrait axer ça avant tout. Donc faire la recherche au niveau des hydrocarbures conventionnels. D'accord. Il y a encore un potentiel très important. Sur le plan contractuel, l'une des choses assez choquantes, c'est que pour l'Algérie, par exemple, on nous dit que la Sonatrach est systématiquement associée à toutes les découvertes, c'est-à-dire que forcément, quand on arrive à la phase de l'exploitation, forcément la Sonatrach est là-dedans, alors que chez nous, en Tunisie, apparemment, parfois l'État y est, parfois elle n'y est pas. Un autre modèle. Non, ça c'est pas... Au niveau de la procédure et des lois, l'État aussi, elle est partenaire au niveau de l'exploration. Pas systématiquement. Non. Au niveau de l'exploration, elle est partenaire sans payer. D'accord. Par la suite, elle a un droit quand l'opérateur fait une découverte. Voilà. Elle a un droit d'exercer. Donc ça, entre 0 et 55%. Donc c'est vrai qu'il y a des cas, et actuellement c'est l'un des dossiers qui a été soulevé au niveau de l'Assemblée par Mohamed Shafiq Zarguine, c'est que l'État ne l'a pas exercé dans le plus grand gisement de gaz de Tunisie. Oui, Miscar. Voilà. Ça, c'est, semble-t-il, un autre... Et ça, c'est 89. Donc, depuis 89 jusqu'à maintenant, voilà le manque à gagner pour le pays. Énorme, oui. Donc, ça, c'est un aspect... C'est grâce à ça qu'ils vendent du gaz à la STEG. Bon, bon. Oui. Bon. Ils vendent ça parce qu'ils ont le droit de le faire. Oui, absolument. Mais pourquoi l'État n'a pas exercé son droit pour entrer dans ce gisement? Et ce n'est pas le seul cas. Oui. Elle n'a pas exercé ce droit dans d'autres gisements qui sont économiquement viables et qui ont produit de façon économique sur une assez longue période.
Mais par contre aussi, elle a exercé ce droit-là dans des gisements très marginaux et qui ne semblent pas être économiques. Il y a même un cas, il y a même un cas où c'est plutôt une spéculation qui a été faite par l'opérateur parce qu'ils n'ont même pas fait de test longue durée et ça a été converti en concession pour le développer. Donc, automatiquement, l'État doit payer sa part dans toutes les opérations. Dans une affaire pas rentable du tout. Voilà. Donc, et par la suite, ça a été catastrophique parce que même l'opérateur n'a pas réussi à continuer. Parce Vous nous rappelez l'opération ? Je ne préfère pas mentionner ça parce que normalement, je n'ai pas le droit de mentionner ces informations-là. Elle devrait être publique pourtant. Actuellement, c'est pas le cas. L'État a un conseil d'administration et normalement, la Cour des comptes peut aussi... Elle a révélé pas mal de choses, la Cour des comptes en tout cas. La Cour des comptes, le problème actuellement en Tunisie, c'est que tous les audits qui ont été faits, ce sont des audits financiers. Et ça, c'est un lapsus qui existe au niveau actuellement des procédures. Ça ne couvre pas tout. Ça ne peut les financiers ne peuvent pas voir les problèmes, les erreurs ou les dépassements techniques. D'accord. Et c'est ce qui a été fait, par exemple, moi-même au niveau de CUFPEC. J'ai fait un audit technique en 1998 et en 2002. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'on a constaté des choses aberrantes. D'accord. Très graves à tous les niveaux. Au niveau des appels d'offres, au niveau des opérations sur terrain, etc. Donc, on a fait participer les auditeurs du Koweït, parce que CUFPEC, c'est une compagnie propriété de l'État koweïtien, qui a des opérations en Tunisie, ici, au niveau de l'exploration et aussi production, avec le gisement de Sid el-Kilani en Suède. Donc, les auditeurs du Koweït, étant donné que ce sont des financiers, donc ils n'ont pas réussi. Et, normalement, eux, ils sont là chaque année pour contrôler les opérations de la compagnie, parce qu'ils représentent le ministère. Oui. Mais c'est uniquement quand on a fait l'audit technique que, à l'aide de moi-même et de tous les techniciens qui étaient avec moi, on a pu les aider pour comprendre les aspects techniques au niveau des dossiers d'audit. D'accord. Et ils ont refait ça au niveau d'autres pays, parce que CUFPEC a des opérations dans différents pays, entre autres l'Indonésie. Et malgré que chaque année ils vont en Indonésie, c'est uniquement après leur mission ici en Tunisie où ils ont appris certains aspects techniques qu'ils ont soulevé des choses aberrantes en Indonésie qu'ils n'avaient jamais soulevées avant. D'accord. De toutes les façons, voilà, on ne va pas trop entrer dans ces comparaisons parce que l'auditeur risque d'être un tout petit peu perdu. On va revenir à des choses plus concrètes avec vous, si Mohamed Arbi et Jlassi. Je me souviens, une fois, j'avais reçu si Mohamed Abou, qui est le président de votre parti, ici. Il parlait, lui, de la nécessité d'investiguer davantage et il a dit que les auditeurs, les inspecteurs, tout ça, n'arrivent pas à tout dévoiler et que des gens comme, je sais pas, des journalistes ou des avocats qui veulent regarder d'un peu plus près dans un dossier peuvent aider parce que nous sommes dans cette phase, disait-il, où il y a 1000 dossiers à révéler et 1000 choses à dénoncer et à corriger. Effectivement, déjà, je souhaiterais revenir sur l'affaire Kutuzal. J'en apprends décidément des choses en venant ici. La dernière fois, j'ai appris l'annonce de l'aéroport à Bizerte. Oui. Cette fois, j'apprends avec beaucoup de surprise l'affaire Kutuzal. Je vous promets que je vais... Qui est une société française, encore une fois. Près. Oui. Je la connais pour avoir vécu en Europe et je sais que c'est grâce à notre sel que la neige européenne peut être gérée. Oui, et c'est un gros marché au Canada, par exemple. C'est vraiment notre sel est un des moteurs de l'économie européenne, faut-il le préciser. Et il paraît que c'est une obligation. Même les citoyens achètent ce sel massivement parce qu'ils ont l'obligation de saler devant chez eux. Si jamais quelqu'un se casse une jambe devant chez vous, c'est votre responsabilité parce que vous n'avez pas mis du sel. Ça me rappelle une anecdote au fait qui s'est passée dans un autre pays arabe après une autre révolution. Oui. C'est que l'Égypte, la République arabe d'Égypte de Jamal Abdel Nasser a découvert 6 ans après la révolution de 52 que la République arabe d'Égypte continuait à payer des impôts à la République de Turquie en vertu du statut de vassal qu'avait le royaume d'Égypte à l'Empire ottoman. Avec la sublime porte. Il y avait encore la sublime porte. Donc, preuve que, je ne vais pas m'engager là-dedans, mais preuve que ce n'était pas véritablement une révolution qui s'est passée en 52. Je l'espère que notre révolution se concrétise et que notre administration, que nos gouvernants ça se passera différemment. S'intéressent à nos droits et défendent nos intérêts sans entrer en conflit avec quiconque. Il y a certainement un intérêt à être en partenariat avec Kutuzal. Il y a certainement un intérêt à le développer et à aller plus loin dedans. En même temps, encore faut-il
respecter la souveraineté tunisienne et surtout l'intérêt de la Tunisie et des Tunisiens. Donc, pour être plus concret, c'est l'un de nos chevaux de bataille, cette histoire d'audit qui est reliée à notre intérêt à Tayar démocratique et à tout ce qui est question de gouvernance, que ce soit aller voir ce qui s'est passé avant le 14 janvier et même après, et que ce soit aussi mettre en place les garde-fous, les garanties nécessaires, parce que c'est cela dont il s'agit principalement, et c'est le plus important, pour qu'il y ait un État qui est gouverné de manière transparente et qui donne l'information de façon aisée et sans complexe aux citoyens. Bien sûr, c'est Mohamed Abou, le secrétaire général de Tayar démocratique, vous l'avez dit que lui-même avait des problèmes à accéder à ces informations-là, fut-il ministre de la République après la Révolution, avec un gouvernement présidé, un gouvernement présidé par quelqu'un qui a lutté contre la dictature et qui avait tout intérêt normalement à aller éplucher ces dossiers-là pour ressortir l'intérêt de la Tunisie et ressortir la vérité. En même temps, il ne faut pas s'arrêter à ce constat d'échec. Et justement, je l'ai écouté à plusieurs reprises dire, et nous sommes tout à fait d'accord avec ça à Tayar démocratique, que le citoyen, la société civile, aussi les journalistes, qui théoriquement ont plus de facilité à accéder à certaines sources, ils peuvent protéger aussi leurs sources. Et on constate de plus en plus qu'il y a des scandales. Certains sont de simples rumeurs, mais d'autres se concrétisent et aboutissent à des dossiers sérieux, sans lancer, grâce à des journalistes qui font leur boulot correctement, grâce à la société civile qui arrive à faire son boulot correctement. Donc oui, c'est pas l'affaire que des politiques, que du gouvernement et que de l'opposition, c'est aussi l'affaire de tous citoyens tunisiens, dont journalistes et société civile. Tout à fait. Merci. Donc je vais commencer le dernier tour de table. Malheureusement, l'heure tourne et on doit rendre l'antenne à 55. Alors je commence par vous, si vous voulez bien, Monsieur Boubacar Elias. Si vous voulez nous parler simplement de cet index ou de cette initiative Extractive Industries Transparency Initiative. Si vous voulez nous en parler et surtout nous parler de votre réseau par rapport à cette initiative. Rapidement, vraiment en 2 minutes. Très rapidement, comme je vous le disais, effectivement, nous sommes membres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Oui, c'est ça. Et le Niger a adhéré en 2005. Nous avons porté... Et il y a des avantages à adhérer à cela. Exactement, c'est ce que je veux très Et vous voulez conseiller à la Tunisie de faire de même. D'en être également dans la marche parce que ça vous permet, comme je l'ai dit, d'avoir le contrat sur table accessible à tous et aussi les revenus. Les citoyens vont voir si ça rapporte grand-chose ou pas. Et ça permet aussi à l'économie... Et ça cimente un peu aussi, puisqu'on ne nous cache plus grand-chose et les gens savent, enfin... Exactement, ceux qui entrent et vous serez peut-être moins exigible en ce qui concerne ceux que vous n'en avez pas. Absolument. Et aussi, ça évite un certain nombre de rumeurs parce que c'est du réel. Le gouvernement ne pourrait plus cacher, les compagnies aussi, et la société civile va faire son boulot et le citoyen aussi va avoir ce que c'est. Et nous serions enfin des citoyens, puisqu'un homme non informé est un sujet et un homme informé est un citoyen. En tout cas, le premier principe, c'est d'abord la transparence dans le domaine. Et quand vous n'avez pas l'information, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Et quand on cache l'information, il n'y a pas de transparence. D'accord. Merci, Saad Abdelhani, pour le mot de la fin en 30 secondes. Très important, c'est très utile, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi Parce qu'on risque d'avoir aussi la guerre de l'eau, la guerre de l'énergie, la guerre des mines, avec des médias interposés, mais avec des géants mafieux derrière. Donc il faut vraiment faire très attention. Il faut aussi renforcer les structures de contrôle et d'audit. Nous avons la Cour des comptes, nous avons 5 autres instances suprêmes de contrôle. Nous avons invité à la Fondation Al-Majd pour l'étude stratégique, Cissé El-Mrouine, qui était le président du Comité supérieur des contrôleurs d'État. Et il a pointé du doigt, vous savez, un sandwich, lorsqu'ils viennent, ces compagnies pétrolières, pour explorer, un sandwich coûte à l'État tunisien 10 dinars. Parce qu'après, on doit payer. Ils viennent pour la prospection, mais on doit les payer après, une fois il y a découverte. Donc il faut tout revoir. Il y a aussi beaucoup d'exonérations fiscales. Donc il y a des rapports, il y a des rapports que la Cour des comptes a fait des rapports, que le Comité des contrôleurs d'État a fait des rapports. Donc il faut premièrement réformer la Cour des comptes. La Cour des comptes, il y a des magistrats financiers, c'est pas suffisant. Une des propositions que nous avons formulées, c'est l'intégration d'avocats qui ont une expérience, des experts comptables et aussi des techniciens, des ingénieurs qui connaissent les dossiers en marge d'un rapport, par exemple, d'audit sur une compagnie pétrolière.
Voilà. Dernier point, il n'y a pas seulement l'énergie. En Tunisie, nous avons des mines. Et là, il y a un grand dossier de Et le corruption. phosphate, etc. Le phosphate, le Oui. barium, le Absolument. plomb, le zinc, le cuivre, le fer. Tout et à tout ça, fait. il y a des Tunisiens qui exploitent. Et vous savez, c'est un. Vous pouvez Oui. travailler 5 ans sur une exploitation. Oui. Et on vous pique votre contrat, 5 ans de votre vie, 5 milliards, Ouais. tout ce que vous avez ramené Ouais. et le donner à votre copain. Par un simple artefact Parfait. juridique qui existe aujourd'hui, malheureusement. Ok, le mot de la fin, si Bon, vous voulez bien. je tiens juste à préciser une chose, c'est que durant cette période, étant donné que moi je fais partie d'une association, l'association de promotion d'accord. civique, D'accord, d'accord. on a créé donc un collectif ensemble pour ce dossier-là de D'accord. corruption et de transparence, Donc, pour voilà. essayer Et de on voir doit s'y ça mettre dans les tous. vraies- Absolument. Donc bravo. on voudrait bien que toutes les associations Mhm. puissent réellement participer Absolument. et aussi, comme l'a précisé, Voilà. tous les spécialistes du domaine En tout pour cas, bravo réellement pour avancer. l'initiative d'aujourd'hui, elle est très bien. Voilà, si Mohamed Harbi, vous avez encore quelque chose à ajouter parce que là, on me demande de rendre l'antenne. Oui. 20 petites secondes. Alors, Oui. ceux qui gouvernent la Tunisie aujourd'hui sont les premiers à se plaindre des rumeurs. Oui, Je pense que le terreau de la rumeur, c'est le manque de transparence. Voilà, Donc, soyons tout simplement. transparents absolument. et tout ira pour le mieux en Tunisie. Absolument. Et j'espère qu'on aura un jour une émission pour parler de l'autre minerai le plus important en Tunisie, qui est l'eau, et qui sera très important Il pour notre faudra avenir. qu'on en parle aussi. Merci donc Mohamed Harbi Jlassi. Merci beaucoup également à Si Mohamed Ghazi Benjmia, expert, Si Abdel Belhani, et bien entendu notre invité du Niger, Monsieur Boubacar Elias. Merci à mes auditeurs et à la semaine prochaine.